Il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme du même nom, c'est-à-dire Pangloss, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Peut-être que vous connaissez leur site parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature d'O'Reilly, dont vous pouvez voir quelques-uns des chefs-d'œuvre ici. Mon préféré, c'est Moving Fast and Breaking Things, Just Put the Technical Debt on My Credit Card. Et ces bouquins sont aussi les livres de chevet de Maître Pangloss. Alors Candide aime vraiment beaucoup sa plateforme parce qu'il la trouve simple et intuitive pour son client. Non, désolé, je suis déjà logué. Je vais me déloguer. Parce que l'utilisateur, quand il a créé son compte, il n'a pas eu besoin de se casser trop la tête pour trouver un mot de passe, parce que 3 lettres suffisent, comme vous pouvez le voir. Donc une fois logué, on arrive sur la page principale où on peut voir tous les ouvrages qu'on peut acheter sur cette application. Mais là où Candide est vraiment content, c'est le positionnement très clair sur le marché de la société, parce qu'ils vendent aussi des consoles vintage. Consoles dont Candide raffole, mais ce qu'il aime surtout, c'est les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé. Alors, si vous voulez acheter quelque chose ici, c'est très simple. Vous cliquez sur la petite icône à côté de l'item que vous voulez. Vous remplissez votre adresse dans le panier. Oups. Et une fois que vous cliquez sur Purchase, c'est fait. Votre commande est faite. On arrive sur cette magnifique page récapitulative de commandes qui servent de joyeux lutins à préparer le colis et à l'envoyer chez vous. Donc Candide et Pangloss espèrent vous voir très bientôt sur leur site pour vous rendre heureux à travers vos achats. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le deviner, je ne travaille pas pour Pangloss, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech lead à la Société Générale et je suis aussi DevRel chez OWASP. Alors, qui ne connaît pas OWASP? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise sur les best practices de sécurité et qui vous met à disposition des outils open source et gratuits d'utilisation qui vont vous aider à renforcer la sécurité de vos applications. Et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour discuter avec vous des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on écrit du code, qui malheureusement amènent à de véritables failles de sécurité. Ces erreurs, on va les voir à travers l'application Pangloss, et je vais vous démontrer en faisant une live hacking session les failles de sécurité. Et vous inquiétez pas, on va voir comment corriger tout ça. Alors là, je vais m'appuyer sur un soft c'est un back-end en Java Spring Boot et un front-end en Angular, mais ce sont les concepts qui sont importants, hein. C'est juste pour vous démontrer en live le code, sachant que vous allez trouver le moyen de corriger tous ces problèmes dans toutes les technologies que vous utilisez au jour le jour. Alors c'est une version courte, d'habitude je le fais sur 50 minutes, mais on va y aller, c'est un peu costaud, mais c'est pas grave. Alors on va voir tout de suite comment se faire hacker bien comme il faut. Alors un jour, en discutant avec un de ses amis, Candide apprend qu'il existe un nom d'utilisateur magique. Oui, en fait, je suis un peu perturbé, c'est la première fois que j'ai du public en Dolby Surround là sur les côtés et tout. Donc je sais pas qui regardait. Atmos, ouais, c'est mieux. Mais là, il serait aussi au-dessus, quoi. Mais ouais. Donc je vais essayer de parler à tout le monde. Donc je reprends mon histoire. Donc Candide, il apprend qu'il y a une espèce de nom d'utilisateur magique qu'on peut utiliser sur n'importe quelle plateforme sans même avoir spécifié de mot de passe. Ah bon? Ça a l'air vraiment bizarre ton histoire, lui dit-il à son ami. Mais quel est ce nom d'utilisateur magique? Il lui donna celui-ci. Personne n'utilise de base de données SQL ici? Si? Non, il y en a qui n'utilisent pas. Alors, il était très dubitatif à propos de cette histoire, mais il décida quand même de tester ça sur sa propre application. Donc, il retourna sur sa mire de login et mit ce nom d'utilisateur magique, ne spécifia pas de mot de passe. Et comme par magie, nous voici logués. Et en plus, on n'est pas logué avec n'importe quel compte, car comme vous pouvez le voir, on est logué avec le compte de l'administrateur. Mais comment tout cela est-ce possible, se demanda Candide. Eh bien, il alla voir dans le code, notamment sur la partie qui est liée à l'authentification. Vous l'avez compris, il s'agit de s'authentifier auprès d'une base SQL. Donc là, je vais dans le code qui est responsable de ça. On a une magnifique table que vous voyez ici qui contient la liste des utilisateurs avec leur nom et leur mot de passe. Et là, une magnifique requête SQL qui est dédiée à l'authentification des utilisateurs. Vous pouvez remarquer que cette requête a été construite au moyen de concaténation des données utilisateurs qui sont mises dans la mire de login. Au début, Candide ne comprend pas trop pourquoi ça marche, mais il eut l'idée de directement ici injecter ce nom d'utilisateur magique. C'est assez gros pour tout le monde? Oui? Donc ici,
en fait, tout devient plus clair, parce que ce nom d'utilisateur magique, il s'agit d'un fragment de requête SQL. Et comme on n'a qu'une seule string pour représenter la requête, on n'a aucun moyen côté base de données de faire la distinction entre la requête et ses paramètres. Donc si vous mettez des fragments de requête dans vos paramètres, vous changez la nature de la requête, et c'est ce qui s'appelle une injection. En l'occurrence ici, c'est une SQL injection. Donc Candide, horrifié par ça, enfin, tout d'abord, on va quand même résoudre cette requête pour voir ce qu'elle fait. On a changé la nature, donc tout ce qui est après le double tiret, là, c'est un commentaire en SQL. Donc plus besoin de mot de passe pour s'authentifier, c'est quand même assez pratique. C'est un peu chiant les mots de passe. Et dans la where clause, ça finit par un or 1 equal 1, ce qui est toujours vrai, n'est-ce pas? Donc toute la where clause aussi s'annule. On finit donc par select all from users limit 1, ce qui va nous retourner le premier utilisateur de la base de données, et généralement c'est l'administrateur. C'est pour ça qu'on était logué avec ce compte. Alors, comment faire pour se prémunir de ce problème? Candide fit quelques recherches et se rendit compte qu'il existe un truc qui s'appelle les paramétrages query, qui existe quelle que soit la technologie que vous utilisez. Donc, au lieu de faire des concaténations comme ça, on va à la place utiliser des placeholders, ici un point d'interrogation. Et par interpolation, on va y mettre les données utilisateurs. Alors, ça peut être les données utilisateurs, mais ça peut être aussi des données qui vous viennent d'un partenaire externe. Pas forcément un humain qui est derrière tout ça. Et maintenant, en fait, côté SQL, on va avoir un moyen de faire la distinction entre la requête et ses paramètres. Et si on continue à injecter des fragments de requête dans les paramètres, ils ne seront plus interprétés tels quels. Ce qui veut dire qu'on est censé corriger notre problème d'SQL injection. Donc on va retourner ici, on va voir, j'ai redémarré l'app, on va voir si ça corrige le problème. Je remets ce nom d'utilisateur magique. J'ouvre les Developer Tools, on va zoomer un petit peu. Alors peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi j'utilise Edge, mais vous allez découvrir rapidement pourquoi. Alors ici, hop, je filtre, et vous allez voir que je ne suis plus capable de me loguer. Effectivement, là, on autorise sur le login. Alors sachez que quelle que soit la technologie que vous utilisez, ça marche aussi avec du NoSQL. À chaque fois que vous faites des concaténations pour écrire vos requêtes, vous offrez à des hackers des interpréteurs de commandes. Donc évitez de faire ça. Je vous dis, ça marche très bien avec du Mongo et plein d'autres choses. Avec du JavaScript, c'est la fête. Donc utilisez systématiquement les équivalents des paramétrages query. Très important. Donc cette SQL injection, ça fait beaucoup réfléchir Candide. Et il prend conscience en fait que les hackers sont capables de faire des choses dont il n'avait même pas idée sur sa propre application. Et il sait que dans l'application Pangloss, on l'a vu, ils stockent les mots de passe de leurs utilisateurs en base de données. Il n'a pas envie que les hackers, avec un nouveau moyen magique, soient capables de récupérer ces mots de passe. Ou au moins, s'ils sont capables de récupérer les mots de passe, il veut être sûr qu'ils ne soient pas capables de les exploiter. Alors il explique tout ça à son maître Pangloss, qui lui dit qu'il se prend trop la tête. Parce que dans l'app, ils font ça correctement. Ils hachent les mots de passe avant de les stocker en base de données. Ah bon, lui dit Candide, mais j'ai pas vu ce mécanisme dans le code. Qu'est-ce que nous, on utilise pour hacher nos mots de passe? Eh bien, Pangloss lui dit, on utilise la fonction la plus répandue dans l'industrie, qui est le MD5. Non, c'est pas MD5. SHA-256 non plus. C'est le HRI. Qui connaît pas le HRI? C'est bizarre, parce que c'est la Human Readable Encryption qu'on appelle aussi le clear text. Alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire « Mais non, mais personne de sérieux fait encore ça en production. » Non, vraiment personne. Alors ça, c'est un article de mars cette année qui vous explique que Facebook stockait des centaines de millions de mots de passe en plein texte. Donc si vous n'avez pas changé votre mot de passe depuis mars, je vous conseille de le faire. En l'occurrence, ils ne stockaient pas vraiment ça en base de données en clair, mais ils le loguaient dans leur système de monitoring, ce qui n'est pas franchement mieux quand même. Alors peut-être que ça fait marrer certains, mais jamais personne n'a représenté un user dans son langage, mis un champ password et passe à ça un logger juste après, et puis c'est la fête. Ou même, si vous êtes développeur, les numéros de carte de crédit dans vos toString, tout ça, faites attention à ça quand même. Évitez de loguer les informations sensibles, dont les mots de passe, parce que sinon vous faites comme Facebook. Future is privacy, mais bon, ça c'est pas grave, pour ceux qui connaissent la référence. Un petit peu d'anachronisme maintenant, on va en 2014, et à ce moment-là, Candide décide de s'inscrire sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Qui connaît Ashley Madison? Ah, il y a des gens qui osent lever la main. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugal.
À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec Cunégonde, hein, n'est-ce pas? Alors au début, il n'était pas très chaud de s'inscrire sur ce site parce qu'il avait peur que les gens le sachent, hein, c'est une raison un peu obvious, mais surtout il avait peur des possibles fuites de données qui proviendraient de Ashley Madison. Mais Pangloss, encore une fois, lui explique qu'il se prend trop la tête, il connaît des développeurs là-bas, et ils font les choses bien parce que quand ils hachent les mots de passe, c'est une fonction d'hachage qui est très complexe, mais qui commence par MD5. MD5, ça a l'air... ça sonne compliqué, Candide est rassuré, et il s'inscrit sur le site. Malheureusement, 1 an plus tard, eh bien, les hackers se sont pris à la pauvre Ashley. Donc ils ont récupéré la base de données. Alors pour ces données personnelles, il est mort, ok, c'est bon, ça a fuité, c'est la fête. Mais qu'en est-il de son mot de passe? Parce que jamais personne ici n'a utilisé le même mot de passe sur différents sites internet, n'est-ce pas, hein? Alors, peut-être que vous allez me dire, c'est pas grave, le mot de passe, il est haché. Oui, c'est vrai, il est haché. Mais aux grandes dames de Candide, les hackers, aidés des arcs-en-ciel eux-mêmes, ont été capables de retrouver les mots de passe en clair. Alors, je ne parle pas de vrais mots arc-en-ciel, je parle ici des rainbow tables. Alors, en sécurité, il faut voir ça comme étant une espèce de grande table dans laquelle on va avoir plein de hashes précalculés et qui va nous servir de reverse function pour retrouver des mots de passe en clair. Ou bien des textes qui collisionnent sur les mêmes hashes. Et ça marche très bien avec MD5, SHA-1, et même dans certains cas, SHA-256. Et ça, je peux vous en faire une très rapide démo, si le réseau fonctionne. Là, je vais hasher en SHA-256 DevOps, parce que les gens aiment le DevOps. C'est un super mot de passe d'ailleurs, DevOps. Et là, je vais utiliser une rainbow table en ligne. Je vais copier le hash là. Oups, copie le hash. Et quand je vais faire crack du hash, il a retrouvé le mot de passe en clair. Et pourtant, ça, c'est du SHA-256, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Donc, Candide a pris de la manière la plus difficile qui soit, par un divorce, que MD5, c'est pas safe du tout pour stocker les mots de passe. Alors, comment faire? Parce qu'il n'a pas envie que ses propres utilisateurs aient les mêmes déconvenus. Eh bien, en faisant quelques recherches, il est tombé sur un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Et je vais vous démontrer, en fait, ce qu'a cet algorithme, parce qu'il a une caractéristique que n'a pas SHA-256. Et je vais vous le démontrer à partir de ce petit programme. Donc là, j'utilise du Spring Security, mais ça existe dans tous les langages. Hein. Sincèrement, vous inquiétez pas parce que c'est du code Java. Hein. Donc là, j'utilise un Bcrypt Password Encoder et je vais utiliser tous les mots de passe de l'application Pangloss. Tous les mots de passe sont là. Dans ces mots de passe, il y a celui de l'administrateur et jamais vous allez deviner lequel c'est. Donc, ces mots de passe, on va les hacher 4 fois chacun en utilisant l'encodeur. Et juste après, on va vérifier que le hash correspond au mot de passe en clair. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais ça 4 fois pour chacun des mots de passe. Eh bien, vous allez voir qu'en fait, Bcrypt n'est pas prédictif. Pour le même input, à chaque itération, on va avoir des outputs différents. Ce qui fait que c'est très difficile à craquer en rainbow table, ce genre de hash. Et on revient à la complexité d'un brute force. C'est pour cela qu'il ne faut toujours pas utiliser, même dans ce cas-là, des mots de passe ultra courts comme PWT, ou des mots de passe archi connus comme admin, que jamais ici, qui que ce soit a utilisé en production pour du Kibana, Grafana, Jenkins et quelque chose d'autre. Parce que ça se craque très facilement avec des attaques de type dictionnaire. Donc, bon, là, je ne vais pas vous montrer comment on set up ça dans Spring, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas du Spring là, mais si vous voulez, j'ai fait le même talk en version longue, disponible sur YouTube, et vous avez tous les détails. Donc ça, utilisez Bcrypt, parce que Bcrypt a, de manière built-in, un salt qui fait que l'output sera random. Et ce n'est pas le cas de SHA-256 par défaut, même si pour SHA-256, vous pouvez rajouter des choses pour embarquer un salt. Mais là, c'est built-in, donc c'est pour ça qu'on conseille généralement d'utiliser ce genre d'algorithme. Très bien. Alors, là, on vient de me demander si on obtient toujours la même... Enfin, du moment qu'on met du salt, est-ce que c'est safe de faire du SHA-1, SHA-2, SHA-256 et du MD5? Alors, il y a d'autres types d'attaques sur MD5, par exemple. Sur des attaques de type collision, on trouve très facilement des collisions qui fait qu'il y a d'autres problèmes. Mais sur du SHA-256, c'est vrai que ça va être assez équivalent si on utilise un salt. C'est juste pour montrer que là, c'est built-in quand on ne veut pas se prendre la tête. Mais évitez de faire du MD5, du SHA-1 et même du SHA-2 en prod, hein, même si vous saltez. Très bien. Donc là, on va revenir à Candide.
et Candide est en train de faire son shopping sur l'application Pangloss. Hop, donc ça, il faut que je ferme tout ça. Parce que c'est aussi un client de l'application. Donc il est logué, il est content, il fait son shopping. Lorsqu'il reçoit cet email, cher utilisateur de Pangloss, on est vraiment content de t'offrir 80% de réduction. Ne perds pas de temps et clique sur ce lien. Alors bien sûr, lui, il veut les 80% de réduction. Donc il clique sur le lien. Et il arrive sur ce site. Alors, pour l'instant, on va juste ignorer la grosse mire de login qui est au milieu, même si c'est le nez au milieu de la figure, c'est pas grave. Candide ne comprend pas trop, parce qu'on lui a promis 80% de réduction, il n'y a aucun code, il ne sait pas du tout comment faire pour l'utiliser. Il est déçu. Mais la vraie surprise arrive plus tard. Lorsqu'il va vérifier ses relevés de compte, il a perdu énormément d'argent d'une transaction avec Pangloss qu'il n'a jamais fait. En fait, il vient de se faire hacker. Parce que ce mail-là, c'est ce qu'on appelle du phishing, exactement. Ça utilise les look and feel de l'entreprise Pangloss pour faire croire aux utilisateurs que c'est un vrai email qui vient de la compagnie. On a un magnifique, ici, call to action, qui va amener l'utilisateur sur un site malveillant. Et comment qu'on sait qu'il est malveillant? Parce que c'est marqué dans l'URL. Généralement, c'est un peu plus subtil que ça. Comment? Oui, il y a des fautes d'orthographe, mais des fois, c'est très subtil. Ils arrivent à mettre des caractères qui ressemblent beaucoup et les gens se font avoir. Et je vais vous montrer en fait ce qui se passe quand quelqu'un arrive sur ce site. Donc là, j'ouvre les Developer Tools. On va faire encore un petit peu de filtrage. Donc, je refresh la page. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des requêtes qui partent sur l'application Pangloss. Alors, pour simplifier, tout ce qui est sur localhost, on va dire que c'est le domaine officiel de Pangloss. Pourquoi ces requêtes sont là? Simplement parce que dans la page, vous allez le voir que sur l'appel, sur le chargement du body, on appelle une fonction. Alors, je ne sais pas si c'est assez grand. C'est mieux. On appelle une fonction. Cette fonction est définie là, dans une superbe balise script. Vous pouvez voir que les hackers suivent les préceptes de Clean Code. Ils ont bien nommé leur fonction, on sait à quoi elle sert, n'est-ce pas? Donc là-dedans, on a un panier, carte en anglais, dans lequel on va mettre un item qui est très très cher et qu'on va envoyer à l'adresse du hacker. On prépositionne, alors désolé, c'est dit que ça cher, j'aurais pu faire du fetch, mais c'est pas grave. On va prépositionner une requête post sur l'API carte du backend, donc qui va créer le panier, en fait. On va même dire que ça va booker le panier pour simplifier. Et tout ça sera envoyé automatiquement une fois qu'on aura chargé la page. Alors vous allez me dire, mais il faut être authentifié pour que ça marche. Bah oui, mais Candide, il est actuellement logué sur l'application. Et ce script va bénéficier du contexte d'authentification dans le browser pour pouvoir s'exécuter, et c'est pour ça que ça marche. Et en sécurité, ça, c'est ce qu'on appelle une CSRF, du Cross-Site Request Forgery. C'est une superbe attaque. Alors, comment on fait pour se prémunir de ça? Alors, pour vous montrer comment on corrige le problème, il faut d'abord jeter un œil sur le réseau. Tac, du coup, ça m'a un peu tout foiré là, mais c'est pas grave. Et sur le réseau, vous voyez qu'on a en fait deux requêtes qui partent. Pourtant, on n'en a vu qu'une seule dans le script. Pourquoi? Simplement parce que les navigateurs modernes, et j'inclus ce truc-là, suivent ce qu'on appelle les Cross-Origin Resource Sharing Policy. Donc, à chaque fois que vous avez un script qui est hosté par un serveur A et qu'il essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, étant sur des origines différentes, le browser va d'abord demander à B si A a le droit de faire ce genre d'opération. Comment ça marche? En fait, le browser va intercepter la requête qu'essaye de faire le script, qui est le post qu'on voit ici, et il va émettre une requête d'abord qu'on appelle une pre-flight request pour demander les droits. Je simplifie, mais grosso modo, c'est ça. Il va garder l'URL et il va positionner ici une request method à options. Ensuite, il va mettre des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, qui va lui permettre en fait de demander à Pangloss. Pangloss, là j'ai un gars, là, Evil Website, avec le header origin, qui essaye de faire un post avec access control request method sur ton URL. Qu'est-ce que t'en dis? Alors sachez que par défaut, si vous ne faites rien, eh bien tous les backends du monde vont refuser de processer des requêtes de type cross-origin. Pourtant ici, ce qu'on voit, c'est que déjà on a un HTTP status à 200, et ensuite, le backend répond avec un header qui s'appelle access control hello method post pour access control hello origin, le site malveillant. Donc explicitement, il dit « Oh, mais c'est bon, lui, il peut y aller, quoi. » Pourquoi? Simplement parce que Candide et Pangloss, quand ils ont intégré la première fois leur front-end et leur back-end en production, étant sur des origines différentes, aucune requête du front ne fonctionnait.
Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, il y a un mec, enfin, ils sont allés sur Stack Overflow, ils ont posé une question, ils ont dit, mais ça marche pas. Et il y a quelqu'un qui leur a dit, c'est très simple, dans ta conf de sécurité, tu crées un filtre cross-origin source sharing, et surtout, tu fais ça. Tu mets une belle étoile dans Holo d'origine. Alors oui, ça marche, mais ça marche trop, en fait. Parce que là, on permet à tout le monde de hoster des scripts qui peuvent appeler notre backend. Et croyez-moi, j'ai vu ça plein de fois en prod. Hein. Donc il ne faut pas faire ça. À la place, il faut vraiment limiter aux gens qu'on trust. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut seulement que le front-end qu'on connaît soit capable d'appeler notre back-end. Donc je vais redémarrer l'application. Alors, là, je vous l'ai montré programmatiquement, mais vous pouvez faire ça dans Nginx et plein de choses. Enfin, ça dépend de votre cœur de métier. Donc là, j'ai redémarré l'application. Je vais devoir me reloguer parce que je fais l'authentification en session. Donc, hop, sinon, c'est triché. Et vous allez voir que maintenant, quand je vais sur le site malveillant et que je recharge la page, voilà, je n'ai qu'une seule requête qui parte, c'est la pre-flight request, mais cette fois-ci, j'ai une 403. Donc, je ne permets plus ce site malveillant, en fait, de m'appeler, d'appeler mon backend. Cependant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que les cross-origin resource sharing, ça n'a pas du tout été fait pour corriger ce genre de problème. Et c'est pour ça qu'on a une superbe mire de login en plein milieu de la page. Alors, vous vous rappelez, ce site-là, normalement, n'est plus censé pouvoir appeler mon backend. Cependant, ici, sur cette mire de login déportée qui va appeler la fonction de login de Pangloss, vous allez voir que quand je vais essayer de me loguer, donc là, je lui donne mes credentials officiels, eh bien, ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir ici. Je peux vous le montrer là. Mais pourquoi? Eh bien, sachez que dans la norme des cross-origin source sharing, dans le cas où vous ne faites pas de requête Ajax, alors attendez, je vais essayer de changer. Donc là, ce n'est pas une requête Ajax, donc j'enlève le filtre. Vous voyez que là, je fais du direct HTTP call. Eh bien, la pre-flight request n'est pas faite si votre content type est URL form encoded. Et ça marche très bien aussi avec du plain text, et je ne me rappelle plus du troisième. Donc dans ce cas-là, pas de pre-flight request, donc pas de demande de permission. Et déjà, ça, c'est un problème. Le deuxième, c'est qu'en fait, cette attaque-là fonctionne très bien sur Edge, sur Firefox, mais sur Chrome, allez savoir pourquoi, Google est allé plus loin que la norme et a décidé de faire des vérifications de sécurité qui ne sont pas normalisées. Et du coup, sur Chrome, ça ne fonctionne pas, cette attaque-là. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est qu'en fait, on s'appuie sur l'implémentation du browser pour faire de la sécurité, et ça, c'est pas terrible du tout. En sécurité, on va préférer faire ce qu'on appelle l'utilisation des synchronizer tokens, les tokens CSRF. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, le backend va générer un secret, et ce secret, on va le filer qu'au front-end, au partenaire qu'on trust. Et à chaque fois que ce partenaire va essayer de modifier de la data côté back, c'est-à-dire chaque fois qu'il va faire un post, un put, un patch et un delete, il va devoir refiler ce secret. Si côté back, le secret il est invalide ou inexistant, le back va refuser de processer la requête. Ce qui est beaucoup plus safe parce que d'une certaine manière, on fait du server-side security. Alors, pour ceux qui font du Spring, vous savez que par défaut, c'est activé. Mais dans mon cas, là, ça ne va pas fonctionner parce que je ne sers pas mon application front-end dans mon back, à partir de mon back. Donc là, on va utiliser une technique qui est l'échange de ce token CSRF à partir de cookies. Parce que là, je suis sur un environnement qui est un peu hétérogène parce que je fais du Node.js en front. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on est capable d'échanger des cookies pour les tokens CSRF. C'est built-in en Angular. React, il faut rajouter une intégration communautaire. Mais alors, je vais aller très vite parce que je sais que ce n'est pas forcément la tasse de tout le monde de faire du Spring là. Là, je vais juste dire je veux un cookie token, CSRF token repository et tous les cookies seront HTTP only à false. En sécurité, on préfère HTTP only à true parce que ça veut dire que le browser seul aura accès aux cookies. Parce que JavaScript, c'est le mal. Et les hackers aiment JavaScript, je vais vous montrer ça juste après. Bon, JavaScript, c'est pas le mal, mais on se fait très facilement hacker avec du JS. Mais là, je suis obligé de le mettre à false pour que les intégrations built-in d'Angular soient capables d'activer leur protection CSRF. Donc maintenant que j'ai ça, je vais vous montrer ce qui se passe pour un utilisateur standard lorsqu'il arrive sur l'application. Tac, alors il faut juste que je gère mon cookie. Voilà. Hop. Donc on va ouvrir les Developer Tools. Là, quand je vais me loguer,
vous allez voir que la cinématique est un peu différente. On va appeler donc un endpoint qui va nous permettre de récupérer le secret, le token CSRF. Et le backend va demander à mon front de positionner un cookie qui va contenir ce secret. Okay, donc le front va le stocker, ce secret. Ensuite, la requête qu'on essaie de faire, c'est un post sur login. Donc là, le front va devoir me le repasser. Et il leur passe en refilant le cookie et en positionnant un header. Bon, je ne vous explique pas en détail pourquoi il fait ça, même si là, je n'utilise pas le header. Mais vous pouvez aller sur le site d'OASP pour comprendre si ça vous intéresse. Mais il va repasser le secret comme ça. Côté back, on va vérifier que le secret est le bon. Là, c'est le cas. Et du coup, il autorise la requête. Il dit, bah, c'est OK, 200. Et il va même, dans le cas d'un login, régénérer un secret différent. Comme on régénère quand vous faites de l'authentification en session un ID de session. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle des session fixation et des token fixation. Parce qu'on pourrait imaginer qu'un hacker a prépositionné une valeur de token, vous authentifiez, et comme il connaît le token à l'avance, eh bien, il peut le réutiliser. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le cas du site malveillant qu'on a vu au début? Donc, le cookie, lui, est seulement réservé au domaine de l'application .gloss. Donc ici, je suis sur l'application .gloss, je peux voir la valeur du secret. Mais le site malveillant, lui, qui est là, ne va pas avoir accès à ce cookie. Donc, hop, je vais fermer ça. Donc maintenant, quand j'essaye de me loguer, vous allez voir que je vais avoir une erreur qui me dit « invalide token CSRF nul ». Parce qu'il n'est pas capable de me fournir une valeur de secret qui est valable. Donc il ne m'envoie rien. Et c'est comme ça qu'on corrige cette attaque qui s'appelle le cross-site request forgery. Alors, vous vous rappelez du nom d'utilisateur magique? Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si, dans l'application .gloss, au moment là de spécifier une adresse, eh bien, je donnais une adresse magique. Et c'est là qu'on utilise JavaScript, vous allez voir, c'est sympa. Donc cette adresse magique, je l'ai préparée là dans le code. Donc elle est, tac, ici. Oh, je n'ai pas mis la bonne option, là. Donc elle commence par une adresse à Paris. S'il vous plaît, ne me huez pas. Alors vous ne le voyez même pas parce que c'est croppé en haut. Mais là, il y a une adresse, c'est 15 rue du boulevard Magenta à Paris. D'accord? Croyez-moi si vous ne voyez pas. Ensuite, vous voyez le truc le plus sympa, qui est la grosse balise script là. On retrouve notre fonction hack. Et pour vous simplifier ce qu'elle fait, grosso modo, elle va récupérer l'URL du panier courant. Elle va positionner une méthode patch dessus. Donc patch en reste, ça veut dire qu'on essaye de modifier le panier courant. Et on va positionner l'adresse du panier courant à celle du hacker. Et cette fonction hack, on va la rattacher au gros bouton Go to Shopping de la page récapitulative de commande, ce qui veut dire qu'au moment où on va appuyer sur le bouton, cette fonction-là va s'exécuter. Cependant, pour que ça marche, eh bien, il va bien falloir qu'elle soit capable de récupérer le secret. Comme on l'a vu, maintenant, on est protégé en CSRF. Mais on voit qu'ici, elle essaye de simuler ce que va faire le Angular, c'est-à-dire de récupérer le cookie et de positionner un header. Pour l'instant, ce script est inoffensif parce qu'il est sur mon disque. Et même si je l'exécutais comme ça, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'a pas accès au cookie. Il faut qu'il soit sur le domaine de l'application .gloss. Mais qu'est-ce qui se passerait si cette magnifique adresse, eh bien, je la mettais ici, que je l'envoyais à mon back? Alors là, pour l'instant, vous voyez 15 Magenta Boulevard Paris. Donc ça, c'était ce qu'il y avait tout en haut dans l'adresse que vous n'avez pas vu tout à l'heure parce que c'était croppé. Mais si on regarde plus dans le détail, en fait, il y a bien plus que ça. Parce que juste après, on a notre super script. Et maintenant, ça veut dire que ce script est servi par mon propre front. Donc, il va bypasser tout ce qui est cross-origin, resource sharing, et il va avoir accès au token CSRF. Ça, c'est ce qu'on appelle une injection JavaScript, ce qu'on appelle aussi du cross-site scripting. J'ai été capable d'injecter du JS dans le back-end, côté base de données, et ensuite, le front, quand il a voulu renderer ça, il a renderé un script alors que ce n'était pas prévu. Ce script est malveillant. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que quand je vais cliquer sur Back to Shopping, ça va exécuter l'action. Donc je vais cliquer dessus. Ça, c'est le comportement naturel de revenir sur cette page. Vous allez voir que quand je vais faire back, l'adresse a changé à celle du hacker. Donc oui, je me suis hacké tout seul, mais je ne voulais pas faire 10 milliards d'écrans. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de l'XSS. Et dès que vous avez ça en fait en applicatif, ça pète, mais toutes les autres mesures de sécurité que vous avez mis en place. Alors, comment on va se prémunir de ça? On va faire ce qu'on appelle de l'input validation. Je vais juste aller à l'endroit où je stocke mon adresse. Et ne vous inquiétez pas, chez les ops, il y a aussi ce genre d'attaque qui existe, hein, notamment. Donc là, on va utiliser du Hibernate Validator, mais je vais juste dire que mon adresse maintenant est du self HTML.
Donc ça veut dire que je ne peux plus stocker de balises script en fait, dans l'adresse. Donc je redémarre l'application. À chaque fois, il me redémarre les deux trucs, on s'en fiche. Et vous allez voir là, une fois que je me relogue, hop, il faut que je me relogue, tac, que si j'essaye de mettre mon adresse magique, oups, j'ai un bug, parce que j'ai bien vu l'erreur remonter, tac, voilà. Vous voyez, maintenant j'ai une erreur. Et si on regardait un peu plus dans le détail ce qui s'est passé sur le réseau, il va me dire que j'ai des caractères HTML qui sont interdits, que j'essaye de stocker dans mon adresse. C'est comme ça qu'on se prémunit d'une attaque de type XSS. Très important. Alors, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps pour un dernier truc. 2 minutes. Alors, il y a un truc en sécurité. Alors, je sais bien que les ops le font assez bien parce que généralement, vous allez regarder ce qu'il y a dans vos images Docker, etc. Mais côté dev, on n'est pas très bon là-dessus. Et notamment, dans nos dépendances, vous savez, il y a plein de saletés. Et notamment, là, je vais vous montrer un truc assez sympa. Donc, je suis du Spring Data Res. Bon, c'est pas très important. Donc, je vais créer un panier. Et regardez, là, j'ai une petite requête qui me permet de modifier l'adresse de mon panier. Donc, je l'envoie. Hop, ça marche. OK. Et qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de mettre... regardez, là, j'avais mis le pass que je voulais modifier dans mon JSON, adresse. Mais à la place d'un pass valide, qu'est-ce qui se passerait si je mettais du code Java? Alors, ce code Java, il est censé exécuter, pour ceux qui connaissent, la calculatrice. Donc, je vais envoyer ça à mon back, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a une calculatrice qui apparaît. Ça, c'est une remonte command execution qui est liée en fait à un problème qui existe dans une des dépendances que j'utilise dans mon app. Et ça, je l'aurais su si j'avais mis en place, et ça, c'est un petit peu le côté DevSecOps du talk, des outils comme Dependency Track qui viennent de la fondation WASP. Quelle que soit le technologie que vous utilisez, JavaScript ou Java, ça va scanner toutes vos dépendances et vous dire s'il y a des vulnérabilités connues dessus. Et notamment, ici, il me dit en plus, regarde, tu es vulnérable à cette attaque dans la version Spring Boot que tu utilises. Si tu passes à l'1.5.9, ils ont corrigé le problème. Donc je vous conseille de mettre en place ce genre d'outil parce que ça va vous sauver la vie pas mal de fois. Vous avez plus de vulnérabilités dans vos dépendances que dans votre propre code. Et ce sera tout. Merci. Il y a un lien dans les slides pour mettre ça en place si ça vous intéresse. C'était le top 10 de WASP. Merci beaucoup.